Hey yo les chroniqueurs et les chroniqueuses, bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous et moi sommes confinés, sommes-nous les premiers de l'histoire ? Eh bien pas du tout. Laissez-moi vous parler d'une maladie que l'on connaît depuis l'Égypte antique. On en trouve des traces au 5e siècle en Angleterre, puis au Danemark, les Vikings avec leurs raids ont trimballé la maladie jusqu'en Russie, puis l'expansion musulmane a pris le relais de la propagation de la maladie en Orient, au Maghreb, en Afrique et jusqu'en Espagne. Au 12e et 13e siècle, les croisades vont accentuer la propagation du virus qui va toucher de 0,2 à 0,3% de la population. Ce hideux héritage des croisades, comme l'appelle l'historien Michelet, se repère grâce à différents symptômes. L'apparition d'écailles, de pustules, de tubercules, mais plus particulièrement une insensibilisation de la peau, donc ça mène à une destruction progressive de la peau et des organes. Ouais. Vous avez sans doute deviné, il s'agit de... la lèpre, très bien. Les théologiens de l'Occident chrétien médiéval considèrent cette maladie comme une sorte de purgatoire sur Terre. C'est une punition divine qui touche à la fois le corps et l'esprit. Donc on a une attitude d'exclusion et de compassion vis-à-vis des lépreux. Je vous parlais de confinement, et bien justement les lépreux sont bien avant vous des confinés. Ils vivent donc reclus et non exclus dans ce qu'on appelle des léproseries. Alors les léproseries, comme les ladreries, les maladreries, le terme vient de Lazare, celui qui dans la parabole a été guéri de la lèpre par le Christ. Donc que vous soyez riche ou pauvre, si vous êtes atteint de la lèpre, vous allez suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, vous êtes reconnu comme lépreux d'après l'étude des symptômes qu'on a énumérés avant. La deuxième étape, c'est de léguer tous vos biens ou tout votre argent à la léproserie qui va s'occuper de vous jusqu'à la fin de votre vie. Puis ensuite, il y a une cérémonie dite de séparation. Séparation parce que vous allez passer d'une vie normale, sociale, en communauté, à une vie de reclus dans la léproserie. Cette cérémonie est constituée d'une messe, d'un office des morts, puis vous êtes conduit à la léproserie au son du glas. On ne va pas se cacher que ça ressemble à des funérailles. Une fois entré dans la léproserie, vous êtes confiné à vie, parce qu'on guérit quand même assez rarement de la lèpre. La circulation à l'extérieur est donc interdite, mais il y a certains cas, des exceptions dont je vous parlerai plus tard. Du fait des nombreux héritages, les léproseries sont des lieux généralement assez riches, qui sont sous l'autorité soit de l'archevêque, donc celui qui est au-dessus des évêques, qui gère vraiment tous les diocèses d'une même région, ou bien sous l'autorité municipale. On voit que ce sont des lieux assez riches parce qu'il y a un ameublement fourni, donc des lits, des oreillers, mais surtout des livres, et ça c'est un bien très précieux au Moyen-Âge. Et évidemment, autour de ces bâtiments, ce qui témoigne de la grande richesse de ces léproseries, c'est la quantité de terre. Et la terre, c'est la principale source de revenus. Ces terres ne sont pas entretenues par des lépreux, mais par des laïcs qui donnent leur vie, qui consacrent leur vie aux lépreux. Appelés frères et sœurs, ils vont cultiver les terres, mais aussi entretenir les léproseries, faire les repas et toutes ces tâches. On a les traces à Narbonne, en 1298, d'une léproserie qui avait ses propres vignes, donc qui fabriquait son propre vin, alors qui sert non seulement à la consommation quotidienne au cours des repas, mais également pour désinfecter les plaies. Il y a deux manières de vivre en tant que lépreux. Je ne dirais pas qu'il y a une bonne et une mauvaise façon d'être lépreux, mais je dirais plutôt qu'il y a une bonne attitude qui est celle du lépreux reconnaissant. Le lépreux reconnaissant n'a pas de péché grave sur la conscience, mais il est reconnaissant car il considère que sa maladie est une bénédiction divine. Dieu lui donne une occasion de se libérer de l'emprise de la chair, du corps, pour se donner totalement à une vie de prière, de pénitence. Donc il considère que la lèpre est une voie royale pour accéder à la sainteté. Le deuxième lépreux, c'est celui qui a des gros péchés sur la conscience et qui voit la lèpre comme une occasion de se racheter, donc c'est une sorte de purgatoire sur terre. Et c'est là où arrive l'exception dans le confinement. On laisse les lépreux aller en pèlerinage parce que le pèlerinage, c'est l'acte de piété par excellence. D'ailleurs, on a des traces de ces pèlerinages, un notamment à Canterbury, donc sur la tombe de Thomas Becket. En 1178, on raconte que 13 lépreux, dont 4 chevaliers français, ont été guéris de la lèpre. On ne va pas se cacher que laisser circuler ainsi des lépreux, ça va permettre de diffuser également la maladie. Pour en revenir aux léproseries, en léproserie, on suit un peu une vie monacale. On fait vœu de chasteté, de pauvreté, et on suit des habitudes de prière, de méditation et de charité. Car quitte à mourir de la lèpre, autant mourir saintement. Donc on trouve des léproseries à peu près dans toutes les régions, à côté de toutes les grandes villes et sur les routes commerçantes. À Paris et dans sa région, on trouve 47 léproseries, donc 3 très près de la capitale. La plus importante, c'est celle de Saint-Lazare. Donc elle est sur la route qui mène à Saint-Denis. Elle a été fondée en 1124 par des bourgeois de la ville. La léproserie de Saint-Lazare est très riche, elle a de nombreuses terres et elle accueille les religieux atteints de la lèpre, les lépreux de Paris, mais également les boulangers et toute la bourgeoisie atteinte de la maladie. Au début du XVIIe siècle, du fait de la maladie qui régresse en Europe, les bâtiments sont cédés à Saint-Vincent-de-Paul et à la congrégation de la Mission, donc les fameux lazaristes. Et plus tard, à la Révolution française, les bâtiments sont transformés en prison. Au XIVe, XVe siècle, il y a un grand recul de la maladie, mais
pourquoi? Eh bien la réponse est assez ironique. C'est un mal qui va en remplacer un autre. En 1348, la peste tue environ 42 millions d'Européens. Et évidemment, les premiers touchés sont les faibles et les malades, donc les lépreux. Et donc cela explique le recul de la maladie. On note également une régression de la maladie du fait d'une meilleure alimentation, mais également le confinement. Et sociologiquement, il y a quelque chose d'intéressant à noter. On a dit que la lèpre a touché 0,2 à 0,3% de la population. Mais donc, grosso modo, on connaissait tous quelqu'un qui était touché par la maladie. Ce qui impliquait que les gens voulaient aider, et donc ils étaient charitables, il y avait de la compassion pour les lépreux. Du fait du recul de la maladie, il y a moins de lépreux. Logique. Mais il y a donc une baisse de compassion envers ces malades. On va donc jusqu'à la ségrégation et la criminalisation de ces malades. On a un retour de la lèpre en Norvège au 19e siècle et actuellement les pays comme le Brésil, le Congo, le Népal sont encore touchés par cette maladie. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode au thème particulièrement joyeux et d'actualité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous souhaite encore un bon confinement et à bientôt!